Hey guys, ici PJ Leblanc, bienvenue dans un nouvel épisode de Maître de Soi. Aujourd'hui, je reçois Danny Papineau, l'entrepreneur créatif à la tête de Oui Chalet. Dans cet épisode, Danny nous raconte son parcours de découverte de soi en partant du génie civil à un road trip dans l'Ouest, à la production d'un film et aujourd'hui entrepreneur dévoué à faire une brèche dans l'univers. Dans cet épisode, on parle de son parcours de vie unique, comment il a autoproduit un film et vécu la distribution indépendante, ses débuts dans la location court terme, les défis majeurs de bâtir une start-up au Québec, la naissance et la mission de Oui Chalet, les réalités du financement, du scaling et du marché international, la santé mentale et l'équilibre en entrepreneuriat et bien plus. Sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. C'est un drôle d'annonce. J'ai étudié à Sherbrooke, moi, quand j'étais jeune. Puis le père du kid, là, j'étais allé au cégep avec, genre. Ouais. C'est son père qui a parlé de moi, genre, qui disait, hey, tu devrais ramener Danny, genre, son podcast, whatever. Ouais. Es-tu originaire de Sherbrooke? Non, je suis né à Bromont, mais j'ai fait 4 ans à Sherbrooke. J'ai fait 3 ans au cégep en génie civil, puis 1 an à l'université de Sherbrooke en génie civil. Ouais. Tant que dans le sujet, pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement sur le podcast, Danny, où est-ce que ça a commencé son histoire? Où est-ce que c'est rendu aujourd'hui? En quelques key points, bien entendu, parce que sûrement beaucoup de stock. C'est que ça a commencé. Je suis né à Bromont, 1974. J'ai eu 50 ans cette année. Okay. Tough life. T'as de l'air jeune, ouais. Je t'aurais donné comme 40 max. Nice. Non, j'ai eu 50 ans cette année, puis écoute, j'ai grandi dans le coin de Bromont, j'ai fait mon adolescence à Granby. En sortant du cégep, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. J'ai fait 1 an d'administration au cégep de Granby. Puis je me suis ramassé en génie civil à Sherbrooke, fait 3 ans au cégep de Sherbrooke. Après ça, 1 an à l'université de Sherbrooke en génie civil. Puis ça, on était rendu à l'entour de 1995 dans ce coin-là. Puis là, j'ai décidé de partir dans l'Ouest canadien. Pour un été, apprendre l'anglais. Je me suis mis à travailler dans une rocheuse canadienne dans un ranch en Alberta. Nice. Et finalement, à la fin de l'été, je suis jamais revenu à l'école de génie civil. J'ai abandonné mes études et puis je me suis mis à voyager pendant 2 ans. J'ai pas mal fait tout, je te dirais tout l'Ouest canadien, l'Amérique du Nord. Puis quand je suis revenu, j'étais descendu jusqu'au Mexique en auto, jusqu'à Tulum, Cancun dans le temps. Fin des années 90. Aïe. Yeah. Puis, quand je suis revenu, j'ai toujours rêvé de travailler en cinéma. Fait que je suis revenu à Montréal. Puis c'est autour de là que j'ai fait mon coming out. Puis je me suis mis à travailler sur des plateaux de tournage fin des années 90 en cinéma à Montréal. J'ai fait 2 ans là-bas en cinéma. Et en 2000, je suis déménagé à Vancouver pour aller faire un cours d'acting à la Vancouver Film School. Qui était VFS. VFS, tu connais, ouais. Ouais, ben j'ai déjà voulu potentiellement y aller. Finalement, avec le prix, j'étais quand même fuck that. Exact. C'était dispendieux dans le temps, puis j'imagine aujourd'hui, ça doit être encore pire. Puis finalement, je me suis mis, après mon cours, j'ai fait 1 an à Vancouver, puis 1 an de cours à Vancouver, puis je suis resté là 6 ans en tout. J'ai travaillé sur ces plateaux de tournage là-bas en cinéma. Puis dans ce cours-là, ils nous avaient appris à écrire, en tout cas, essayer d'écrire des projets cinématographiques basés sur ce qu'on sait dans la vie, sur du matériel qu'on connaît. Fait que moi, j'avais été dans l'Ouest. J'avais vécu le trip de backpack. Fait que j'étais comme, OK, pourquoi je ne crée pas un film là-dessus, 2 Frogs dans l'Ouest? Finalement, ça a pris 10 ans de ma vie à faire ce film-là. Donc, histoire courte. Et le film je suis revenu au Québec pour pousser le film parce que même si le film se tournait dans l'Ouest canadien, c'est un film qui suit l'histoire d'une fille de 20 ans qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qui part du Québec pour aller à Whistler et qui se met à vivre le trip de vivre dans les montagnes de ski. Et elle rencontre un Québécois qui vit là-bas, que je joue dans le film, et qui la prend sur son aile. Fait que c'est vraiment un film de découverte de soi, puis de voyage, à travers le voyage. Nice. Ouais, puis le film, on l'a sorti en salle à peu près, je pense, à 17 salles au cinéma. On s'est fait, vu que c'est un film indépendant, on s'est fait pousser des salles assez rapidement. Ça fait que ça a été assez rock and roll, je te dirais,
faire ce film-là, ça a pris 10 ans de ma vie, puis à la fin de ce projet-là, ça m'a amené un peu sur le bord, je te dirais, de la faillite, quasiment. Là. Fait que j'avais un duplex avec mon chum dans le temps à Montréal, en 2006. On s'est dit, on va le mettre en vente pour essayer de liquider les dettes du film. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de Airbnb pour la première fois de ma vie. OK. En mettant le duplex en vente. En fait, on était rendu en 2012. J'ai demandé à mon agent d'immeuble, y a-t-il une façon de louer la maison pendant qu'elle est en vente? Puis c'est l'agent d'immeuble qui m'en a parlé quand c'était totalement underground. C'était pas dans les médias, j'avais aucun ami, personne n'en parlait. Fait que je me suis mis à faire de la location court terme, très early, avant que le mouvement existe, je dirais. Là, la plateforme existait. La plateforme existait, mais c'était vraiment... ça avait pris plus son envol, je pense, à New York, puis aux États-Unis, mais au Québec, c'était pas encore connu. Fait que je me suis mis à vivre aussi toutes les problématiques que tu peux imaginer quand tu mets à faire de la location court terme et tu n'as aucune idée comment ça fonctionne. Fait que dans les premiers bookings que j'avais quelqu'un qui avait booké des gens de Montréal qui avaient dit qu'il était juste quelques personnes. Finalement, ils ont fait un party de 30 personnes dans mon backyard à Hochelaga. C'était l'enfer. Donc, puis là, vu que j'ai travaillé en cinéma pendant plusieurs années, j'étais comme, pourquoi... Il n'y avait pas d'éducation en ligne dans le temps sur ce sujet-là. Fait que j'étais comme, pourquoi je ne crée pas un blog, un cours en ligne, airbnbsecrets.com, que j'ai lancé en 2015. Et au fil des années, à peu près 30 000 personnes ont suivi mes cours gratuits ou payants. Puis je me suis mis à me faire approcher pour faire de la gestion pour d'autres personnes. Fait que je me suis mis à gérer des propriétés pour d'autres personnes dans le Vieux-Québec, à Montréal et en Estrie, avec ultimement mon propre chalet. J'en skip des bouts. Puis c'est là que j'ai découvert que c'était très facile de remplir un calendrier, d'avoir des réservations en ville sur une plateforme comme Airbnb, parce que c'est une plateforme de ville vraiment à son core, Airbnb. Mais aussitôt que tu arrives en région, c'était pas une plateforme puissante pour vraiment toujours remplir tes calendriers. Fait que tu avais besoin de te lister ailleurs. Qu'est-ce qui faisait la différence? La différence, c'est que Airbnb, ça veut dire airmattressbedandbreakfast.com. Ouais. Donc, ça partit avec des jeunes de 20 quelques années qui louaient leur matelas gonflable dans la cuisine à San Francisco. C'est une plateforme de ville. Ça a vraiment grandi dans les grandes villes dans le monde. Puis tout le marché primaire d'Airbnb, il y a 3 grandes plateformes dans le monde. Ouais. On va en venir à WeChat. Je savais. Il y a 3 grandes plateformes dans le monde présentement qui sont les plateformes majoritaires. Fait que Airbnb, à son core, c'est une plateforme de ville. Je te dirais à peu près 2 tiers de l'inventaire d'Airbnb est dans des villes. 1 tiers est plus hors ville. Ouais. Après ça, tu as VRBO, qui est une plateforme d'Expedia. Okay. C'est un gros groupe Expedia. Puis VRBO, c'est une plateforme... VRBO et Booking.com, ils ont à peu près 10 ans de plus qu'Airbnb. Fait que Airbnb était inventé après ces plateformes-là. Mais VRBO, je pense que c'est plus une plateforme corporate qui ne sait pas tant se positionner contre Airbnb. Okay. Donc, récemment, si tu regardes la télé à TVA, tu vas voir des pubs de VRBO qui disent « Nous, c'est une plateforme pour louer la maison au complet. » C'est ça, leur positionnement. Ah, OK, ouais, j'ai vu, ouais. T'as vu, hein? Ouais. Puis après ça, de Booking.com, qui est vraiment au core une plateforme de location d'hôtels. Ils ont du vacation rental. Il y en a des chalets à louer là-dessus, mais c'est pas leur marché primaire. Vraiment pas, c'est les hôtels. Donc, pendant ce temps, le outdoors, tout ce qui est le marché nature-aventure, c'est un marché basé sur mes recherches, c'est comme 700 milliards de dollars dans le monde. Il y a personne qui a bâti un brand puis une plateforme 100% dédiée au marché outdoors. Fait que c'est ça qu'on fait avec WeChalet. Wow. Ouais. Depuis combien de temps maintenant? Ça fait 5 ans cette année qu'on est live. Mais je te dirais, on a lancé en mars 2019. Puis la première année, tu lances, tout est tout croche. Puis là, 1 an, jour pour jour plus tard, c'est le COVID. Là, tu pognes 2 ans de COVID. Fait que j'ai l'impression que les 3 premières années de WeChalet, ça a été juste l'enfer de survivre. Ouais. Puis que là, ça fait peut-être 2 ans qu'on est vraiment plus dans le game. La plateforme est rodée. On est rendu à presque 3000 propriétés. Hier, on onboard une trentaine de propriétés officiellement à Tulum avec un gestionnaire québécois qui a de l'inventaire là-bas. Ouais. J'arrive, comme je te disais tantôt, j'arrive du Vermont en fin de semaine passée. On a des gestionnaires qui ont quelques centaines de propriétés qui veulent mettre de l'inventaire au Vermont. Fait que je suis rendu là à grandir hors Québec. Là. Ouais. L'entreprise WeChalet, ça a commencé comment en réalité? Ben, ça a commencé que c'était ça. Tu sais,
j'ai acheté WeChalet.com, je pense que c'était en 2015, pour 10$. Je l'avais réservé. J'avais vu l'opportunité en 2015, mais je n'étais pas prêt à m'embarquer là-dedans. Je savais que ça pourrait être un gros projet. Puis, en fait, c'est 300 000 fois plus gros que j'aurais même pu imaginer. C'est tellement compliqué que ça n'a pas de sens. Mais ça a commencé, je te dirais, à l'été 2017 que j'ai commencé à travailler, ou 2017 que j'ai acheté un genre de template WordPress à 49$. Ouais. Puis que j'ai quasiment mis, je pense, sur un an, à peu près 100 000 $ dedans pour faire un prototype bêta de ce qui était pour être WeChalet. Ouais. Mais quand tu lances avec ça, on a lancé... moi, je l'ai mis en ligne à des amis. J'ai fait le premier incubateur que j'ai fait en entrepreneuriat avec WeChalet, c'est Espace 5 à Sherbrooke. Je sais pas si tu connais. Ouais. Chloé Legris. Bonjour. Mais Chloé Legris, elle m'a beaucoup aidé quand même, celle qui m'a un peu onboardé là-dedans. Mais fait que j'ai lancé à peu près au même moment que j'ai été incubé, qui était en septembre 2018. On a mis ça en ligne, WeChalet, juste à des amis sur Facebook, vraiment underground. J'étais allé, pour partir une plateforme comme WeChalet, il faut que tu aies de l'inventaire en premier lieu pour ensuite amener des voyageurs. Donc, j'avais des gens qui avaient pris mon cours en ligne, qui a des chalets justement à Offord. Fait qu'à l'époque, j'allais prendre des photos gratuitement de leur propriété. Mm-hmm. Puis eux, en échange, en plus, ceux qui avaient pris mon cours, ils me posaient plein de questions parce qu'ils voulaient savoir plus comment ça fonctionnait. Puis je lui donnais des pro tips là-dessus. Puis en plus, après ça, je mettais leur listing en ligne. Fait qu'on a lancé avec à peu près une trentaine de listings comme ça que j'avais approché. Okay. Ouais. Puis, on a fait ensuite un lancement médiatique, vraiment, au Salon de l'habitation à Montréal en mars 2019, qui, pour moi, c'est le vrai lancement de WeChalet. On avait une centaine de propriétés. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Puis au départ, étais-tu tout seul dans ce projet-là ou tu as déjà rapidement eu des partners ou des sous-contractants? En fait, je suis un solopreneur, comme qu'ils disent en bon français. Mais oui, donc avec mon blog Airbnb Secrets, j'avais une équipe en Inde qui avait fait mon blog. Okay. Fait que c'est eux qui m'ont aidé à faire le prototype bêta. Ouais. Fait que j'avais déjà une équipe à distance comme ça. Puis après ça, je me suis mis à tomber à faire tout ce qui était plus comment dire, justement, les espaces Inc. de ce monde. Là. Je te dirais, j'ai les accélérateurs. En fait, Espace Inc. est quasiment plus un incubateur. Okay. Donc, tu as différents stages, je te dirais, dans tout ça. Là. Tu peux avoir un stage jusqu'à même Espace Inc. comme ça, là, mais tu as une idée sur une page blanche, puis tu veux comme la tester. Ouais. Fait que ça, c'est très early je te dirais, dans le funnel. Puis après ça, à un moment donné, justement, l'incubation, moi, j'étais déjà comme rendu au marché, rendu là, mais j'étais très early dans ma commercialisation. Fait que Espace 5 avait ce volet-là aussi. Après ça, il y a aussi des incubateurs qui sont plus spécialisés dans certains créneaux. Fait que nous, WeChalet, on était à l'intersection du tourisme, donc Travel Tech. On était à l'intersection du Property Management Tech. Puis on est à l'intersection du FinTech, des finances. OK. Ouais. Et donc, en tourisme, au Québec, il y a le MT Lab, qui est un incubateur de tourisme. Fait qu'on était sélectionné pour le MT Lab, je te dirais, ça, c'était à l'entour de 2019. Et après ça, je suis tombé dans les accélérateurs. Fait que j'ai fait l'Asset de l'Université de Sherbrooke, qui est un accélérateur. Et là, je suis rendu plus dans des programmes d'hypercroissance actuellement, comme c'est là. OK. Ouais, avec Live, je suis en train de faire un programme de 6 mois avec Accélère, qui est Luc Giguère, qui est un ex de Banque nationale, qui est aussi un ex-entrepreneur, là, qui a fait des exits, qui donne sa formation-là. J'ai fait le programme Hypercroissance, qui était backé par Investissement Québec et tout, cette année aussi. Fait que je suis là-dedans. C'est Scaling Up? Oui, c'est des programmes plus de scale-up. Puis si tu regardes, mettons, Hypercroissance, c'est justement, tu sais, mettons, on parlait tantôt, j'étais allé à Silicon Valley la semaine passée. C'est eux qui m'ont aidé à faire de la mise en relation pour aller là-bas, ultimement, pour trouver des investisseurs et tout. Là. Ça fait que cette année, j'étais 2 fois à Silicon Valley et puis à San Francisco. Okay. Puis, fait que, tu sais, c'est ça. On est plus, je te dirais, là, on arrive à profitabilité cet été.
les 2 mois, juillet, août, on est profitable. Fait que là, on est rendu plus à un stage là, de croissance, puis ultimement sortir du Québec. Là, tu as mentionné solopreneur, es-tu encore comme un actionnaire, puis... Ouais, je suis un actionnaire, mais j'ai une équipe de quasiment à peu près 25 personnes en tout qui travaillent sur WeChalet. Ouais. On est 3 employés, tu sais, sur le payroll, mais j'ai une équipe informatique. Je travaille beaucoup avec des fournisseurs externes. Ouais. Fait que, tu sais, mon équipe informatique, c'est quasiment 8 personnes à temps plein, plus notre CTO. Notre CTO, ça fait quand même 4 ans qu'il est avec nous autres aussi. Après ça, j'ai tout ce qui est mon équipe de customer service, qui est 4 agents aussi. Après ça, j'ai toutes les équipes comptables parce que c'est beaucoup de finances où je allais. Donc, tu as les équipes pour faire la poutine journalière. Après ça, tu as les rapports financiers annuels, tu as les crédits d'impôt. Après ça, j'ai tout ce qui est marketing. Donc, un team qui fait toutes les pubs Facebook, Instagram. L'autre team fait les pubs Google. Ouais. Fait que ça fait quand même... ça fait du monde à gérer, ouais. Est-ce que c'est toi qui s'occupe de gérer tout ce monde-là? Actuellement, malheureusement, oui. Jusqu'à un certain point, ouais. Tu sais, j'ai quand même du monde avec qui je travaille un peu plus depuis un bon bout, mais j'ai aussi, tu sais, sur mon team de 3 employés, mon copain travaille avec nous depuis l'année passée. Fait que lui, il s'occupe plus du service client puis des partenariats. Puis Nicolas Guimont, qui est notre chef d'onboarding pour aider des propriétaires à s'afficher sur WeChalet. Ouais. Il en prend aussi un peu de son côté à aider avec customer service, whatever. Fait que tu sais, on est rendu avec une bonne équipe, mais c'est sûr que j'en ai gros sur le dos. Ouais. Une grosse croissance rapide, pareil. Là. Rapide, tu sais, tu veux tout le temps que ça soit plus rapide. Ouais. Mais oui, c'est... Écoute, qui aurait pu prédire le COVID, là, je veux dire, puis tout ça. Puis écoute, pogner le COVID aujourd'hui, là, ça serait incroyable. Ça serait incroyable pour nous, là. Ça serait genre positif, là. Ben ouais, ça serait débile. Ouais. Quand on est rendu avec 3000 chalets, tout est rodé, la plateforme elle roule à fond, tu sais, les ventes font ça. Si on pognait le COVID live, là, je veux dire, ça nous aurait lancé dans la stratosphère. Mais on a pogné le COVID, on était très... C'est comme si t'as un bébé de 6 mois, genre, qui pogne le COVID, là, tu sais. Pauvre lui, là, tu sais, il va-tu mourir? Là? Mais c'était quasiment ça, là, tu sais. Tandis que là, le bébé, il a 5 ans, puis il court, puis, tu sais, on est rendu ailleurs, tu sais. Comment tu t'es senti dans cette période-là, justement, de COVID? Ah, c'était l'enfer, man. C'était l'enfer. Une chance, il y a eu quand même gros des subventions qui sont sorties dans le COVID qui nous ont aidés. Puis des prêts, malheureusement, les prêts de COVID, il faut que tu les rembourses un moment donné. Ouais. Mais il y a eu des périodes pour allonger les périodes de remboursement, ça l'a aidé. Mais un moment donné, j'ai pas eu le choix. J'avais mon duplex avec ma soeur à Montréal que j'avais acheté depuis une dizaine d'années. J'ai vendu mes parts à ma soeur, puis j'avais ma maison qui était à Austin, à côté de AZ. J'ai tout vendu. Puis si je réinvestis pas dans WeChalet, tout tombait. Là. Fait que j'ai remis à peu près 350 000 dans WeChalet, qui était... Puis je m'en suis gardé pour acheter une autre maison quand même. Ouais. Mais c'était comme une grosse chunk de ce que j'avais. Puis à cause que j'en ai remis, après ça, j'ai un ami Daxa Silva, qui est fondateur de Lightspeed. Là, il a remis... au fil de 2 années, il m'a matché pas mal en investissement. Puis là, tu sais, mon CTO est embarqué, ma famille est embarquée. Fait qu'on a levé en tout sur 2 ans quasiment 1 million en safe. Puis en tout, j'ai quasiment levé 1 million en prêt puis 1 million en subvention au fil de toutes ces années-là, je te dirais, tu sais. Quand même, hein? Ouais. Portion qui peut être assez difficile pour chaque entrepreneur d'aller chercher du financement. Ouais. Dans toutes ces années-là que tu as été chercher 3 millions de dollars, selon toi, qu'est-ce qui est le plus important pour réussir à aller chercher du financement? Ben, le problème, c'est que quand tu es entrepreneur, potentiellement, mettons, moi, j'ai de l'expertise en vacation rental, en location de propriété, mais j'ai jamais parti d'une startup, j'ai jamais levé de financement de ma vie. Fait faut que tu apprennes à lever du financement dans le milieu de créer toute ta startup, puis tu n'as jamais levé ça de ta vie, là, tu sais. C'est un skill là, de juste apprendre à lever du financement. Ouais. Donc, puis moi, au tout début de WeChalet, je prenais mon argent de gestion
quand je faisais de la gestion pour d'autres personnes, j'ai réinvesti dans WeChalet avec ça. Seulement que j'ai bâti les early versions de WeChalet. Puis pendant le COVID, tout mon cash flow de ça est tombé. Fait qu'à un moment donné, à moins que tu aies des parents multimillionnaires, des amis multimillionnaire, c'est ça qui est difficile, c'est d'apprendre à lever du cash puis d'apprendre à pitcher ton projet. Ouais. Parce que ça peut être le même projet, mais si tu sais pas comment le bien pitcher puis à qui tu le pitches, le monde n'embarqueront pas. Tu sais. Ouais. Faut que tu sois convaincant, puis il faut que tu saches. J'imagine aussi que, dépendamment à qui tu le pitches, il peut y avoir une différence. Ouais, mais tu sais, là, en partant de te dire c'était quoi la différence entre Airbnb, VRBO, Booking.com, avant, peut-être je t'aurais dit ça, 3 heures plus tard, puis là, le monde, à cette heure, dans mon pitch deck, c'est la première slide. Pourquoi qu'on existe? Airbnb, c'est de la ville, Booking.com, c'est des hôtels, VRBO, c'est des maisons au complet. Nous, c'est une compagnie d'outdoors, WeChalet, là, tu sais. Fait que c'est des choses que j'ai appris pendant 5 ans à peaufiner le pitch. Le pitch deck aussi. Un pitch deck, c'est une douzaine de pages ou une dizaine de pages qui présentent ton entreprise, c'est quoi l'opportunité d'affaires, pourquoi tu existes. Ouais. Ton pitch deck, au début, il est lent, maudit. Là. je regarde les premiers pitch decks de WeChalet de 2018, là, c'est horrible. Là. Ouais. Maintenant, il est pas mal plus beau qu'avant. Il est peaufiné parce que ça fait 5 ans qu'on le peaufine. Mais, fait que oui, le financement, là, c'est le nerf de la guerre en plus. Là, puis au Québec, on m'a dit c'est très difficile de lever du financement. Okay. Puis le Québec puis le Canada, on est reconnu comme. C'est pas des gens qui vont prendre des risques. Silicon Valley, il y a peut-être 1000 fonds d'investissement là-bas. Puis il y a des centaines, des milliers de success stories de gens qui sont devenus milliardaires, qui ont créé des Facebook, des Google, des ci, des ça. Au Québec, au Canada, il y a combien de grosses compagnies qui sont créées qui valent 1 milliard? Il n'y en a pas tant que ça, tu sais. Lightspeed, c'en est un à Montréal. Il y a Shopify. Fait que les investisseurs, ils veulent pas prendre de risques. Fait que souvent, ils veulent suivre ils deviennent followers d'un investisseur qui va dire « Moi, je prends un risque, puis ça, j'y crois. » tu sais. Fait que c'est très dur de trouver un lead au Québec et au Canada. Surtout en plein COVID, quand moi, c'était une business où on était en tourisme, puis pendant 2 ans, plus personne ne voulait investir en tourisme. C'est comme le pire scénario. C'est débile, là, je te dis. C'est crazy. Là. C'est comme. Fait que. Puis ça, tu apprends tout ça sur le tas pendant que souvent, ils donnent l'exemple, c'est comme si tu te pitches en bas d'un avion, puis qu'il faut que tu bâtisses l'avion pour voler pendant que tu te pitches en bas de la falaise ou whatever. Exact. C'est vraiment ça. Là, puis sinon, tu meurs. Tu t'écrases en bas. Là. Exactement. Faire un petit rewind, t'as quand même une trajectoire avec plusieurs trucs différents, entrepreneuriat, des films, on a parlé d'ingénierie. Qu'est-ce que tu dirais qui s'est passé dans ces portions de ta vie-là? T'es en recherche de soi? Quand tu sors du cégep ou quand tu sors du secondaire, je sais pas. Il n'y a pas grand monde qui dise. J'en ai vu, là, c'est comme. Mais c'est rare. Là. Je me rappelle, il y avait une fille en secondaire 5, elle voulait être docteur. Puis c'était ça. Je l'ai jamais revu dans ma vie, mais je suis sûr qu'elle doit être docteur. Là, c'était tellement craqué. Mais c'est très rare le monde qui sait qu'est-ce qu'il veut faire. Tu sors de là, c'était 16 ans. Là, Fait que le cégep, c'était pas mal un peu ça, découverte de soi et tout. Puis vraiment, les voyages, moi, ça a été la meilleure chose qui est pas arrivée dans ma vie quand je regarde ça, là, tu sais. J'adore encore voyager. J'étais allé quand même à plusieurs endroits dans ma vie, mais présentement, je voyage plus pour affaires, pour WeChalet. Mais après ça, j'ai eu ma période de cinéma que quand j'étais au secondaire, j'étais curieux de faire de l'impro et tout ça, mais j'étais trop gêné de le faire. Puis ça m'a toujours... j'aimais toujours ça, regarder des documentaires de comment les films étaient faits et tout ça. Fait que j'ai eu ma période de travailler en cinéma pendant... C'était un monde en soi, ça aussi, là, tout le cinéma. Puis de créer mon propre film, c'était l'inspiration. Si tu regardes Vin Diesel à l'époque, lui, il avait créé son propre court-métrage. C'est comme ça que Steven Spielberg l'a trouvé. Matt Damon, Ben Affleck créé leur film. Quentin Tarantino, ils ont créé leur film. Fait qu'il y a quand même... Puis sur la côte ouest, on dirait qu'il y avait quand même cette vibe-là. Mais la vibe... L'industrie cinéma canadienne
Comme Vancouver, c'est des films Hollywood. C'est Hollywood qui vient en ville à Vancouver pour faire des versions de films d'Hollywood, c'est souvent. Mais souvent, les rôles sont déjà castés à Los Angeles. Fait que, tu sais, je me suis mis à avoir une couple de rôles pareil à Vancouver. J'ai joué dans une couple de films de vampires ou whatever. Puis, ouais. Mais souvent, c'est des rôles secondaires là, que tu dis 2-3 lignes, tu sais. Puis à cause que j'étais québécois puis que l'anglais, c'était ma langue secondaire, tu sais, en anglais, Hollywood, ils veulent même pas savoir. Ils veulent même pas voir un accent québécois dans un film américain ou même au niveau canadien, anglo-canadien. Fait que c'était dur de me débarrasser de mon accent et tout, tu sais. Puis, mais ça m'a amené à créer mon propre film, tu sais. Puis quand je regarde mon film, c'était souvent, c'est comme une start-up. Mais un film, t'as juste une chance d'aller au bat avec quand t'es dans les salles, tu sais. Parce que les salles, c'est une bulle en soi, là, mais pour qu'un film soit dans une salle longtemps, il y a toute une machine de commercialisation qui doit être derrière ça, ouais. Puis vu qu'on était autodistribués, nous, on n'avait pas accès à l'argent pour faire... Souvent, les gros films au Québec, ils ont peut-être mis un Bon Cop, Bad Cop, ils ont mis 1 million, mettons, en marketing avant de sortir en salle. Les plus petits films, qui sont quand même subventionnés par le gouvernement, ils mettaient, je sais pas, 300 000, 500 000, whatever. Nous, on avait 20 000 $ pour la commercialisation. Wow, okay. Fait que, tu sais, c'est une game de budget, encore une fois. Là. C'est une grosse machine, là, rentrer dans les salles. Fait que vu qu'on s'était fait tasser des salles avec les films, ça m'a lancé sur quasiment 2 ans d'autodistribution. Fait que c'est moi qui ai signé les deals avec le film avec Super Écran. Je l'ai mis il était sur Air Canada dans tous les avions. Il était dans tous les Walmart, les dépanneurs. J'ai tout fait les contrats, tout ça, tu sais. Je suis parti à faire j'ai fait 40 festivals de films. On a gagné 3 prix. J'ai fait le tournée des cégeps, des universités. Mais, fait que, tu sais, ça m'a quand même lancé dans une autre direction, je te dirais. Ouais. Exact, je vois que ça t'a apporté beaucoup de skills que tu transposes en ce moment dans WeChalet. Ouais. Mon chef de finance, qui a quand même à peu près 60 ans, Vince, puis ça fait, je pense, 15 ans qu'il travaille avec des startups. Lui, il n'arrête pas de me dire, tu sais, je suis pas vraiment que je dis ça en toute humilité. Non, mais il n'arrête pas de dire que je suis le meilleur gars de marketing qu'il a jamais vu de sa vie en startup, parce que souvent, les gars qui partent des startups en tech, ils sont super bons à créer la tech, ils sont pourris à vendre leur innovation. Ouais. Ils meurent avec, parce qu'ils sont pas capables de le vendre, tu sais. Puis moi, en film, avec le cinéma, ça m'a appris comment faire parler d'un projet dans les médias. Parce que le film, il a fallu qu'on le lance nous-mêmes. J'ai été beaucoup impliqué là-dedans. Ouais. Fait que j'ai utilisé ces techniques-là après ça pour mon cours en ligne Airbnb Secrets. Puis j'ai utilisé ces techniques-là aussi pour WeChalet. Puis si tu regardes WeChalet, on est deux volets. On est du côté des propriétaires, on est comme un genre de B2B. Il faut emmener des propriétaires, mais du côté du voyageur, on est un brand. On est vraiment une machine de commercialisation WeChalet. Il faut qu'un propriétaire mette sa propriété sur WeChalet puis que le lendemain, quasiment, il y ait des bookings. Tu sais. Fait qu'il faut que tu bâtisses deux segments en même temps, ce qui est très compliqué. Puis ça s'appelle un marketplace, tu sais. Okay. Donc, tu sais, eBay, c'est un marketplace, c'est un des premiers, des gros dans le monde. Les Amazon, c'est des marketplaces. Tu sais, Airbnb, Uber. Mais il n'y en a pas tant des marketplaces canadiens. C'est une bébête en soi, là. Ouais. Ça a été quoi tes 3 plus gros enjeux en bâtissant l'entreprise de WeChalet? Ben, les 3 plus gros enjeux. Le COVID, ça a été un des plus gros enjeux. Ouais. Le deuxième enjeu, c'est le financement. Présentement, j'ai l'impression de bâtir une entreprise qu'on est en train de compétitionner des compagnies qui valent 100 milliards en bourse US. Là, on est en train vraiment de les compétitionner. On prend des parts de marché sur... Puis, tu sais, je fais ça avec des petits 10 000, des 50 000. Fait que j'ai jamais eu accès à un vrai bon budget de financement pour aller aux prochaine étape. Puis je suis là-dedans présentement. Là. Ouais, j'ai des bonnes discussions qui avancent avec différentes institutions. Fait que ça, c'est un enjeu. Puis l'autre enjeu, présentement, dans notre industrie, on dirait que tu regardes je sais pas moi, justement, c'est dans le tour de quoi? 2010-2012, je commençais à faire de la location court terme. Uber puis Airbnb sont rentrés dans tous les marchés internationaux en se foutant de toutes les lois, de toutes les taxes, de tout. Okay? C'est une même qui sont rentrés, sont devenus des géants parce qu'ils sont rentrés
là-dedans en ignorant tout, puis en prenant des grosses parts de marché, puis il y a tout le budget du monde pour le faire. Ouais. Aujourd'hui, tu rentres dans le marché, là, c'est rendu... Il y a tellement de réglementation, taxation, ça finit plus, que ça devient super difficile, beaucoup plus difficile de scaler. Mais c'est une barrière à l'entrée qui fait en sorte qu'il va y avoir de moins en moins de personnes qui peuvent rentrer. Ouais, ça filtre. Mais en même temps, ce qui est mauvais, c'est que ça donne ceux qui sont déjà là, les gros players, ça leur donne un avantage. Ouais. C'est rendu que le gouvernement les protège. Si tu mets trop de grosses barrières à l'entrée dans le marché, il n'y a plus de nouveaux qui peuvent rentrer. C'est trop difficile de rentrer dans le marché, tu sais. Ouais. Puis on est rentré juste un peu avant ça. Tu sais. En 2019, il y a eu beaucoup de réglementations qui sont mises à mettre en place en 2020 et 2022. Puis là, ça continue, tu sais. Fait que là, pour quelqu'un qui partirait à un We Chalet du jour 1 aujourd'hui, c'est encore plus compliqué que jamais. Parce qu'on a pu bâtir ça au fil des années. Là, tu comprends? Ouais. Qu'est-ce que tu as dû développer en tant que personne? Skills, habitudes, aptitudes pour te rendre où tu es aujourd'hui, selon toi, c'est qui a été vraiment important? Et qu'il faut que tu sois entêté. Entêté, mais flexible. OK. Tu sais, je veux dire, moi, je m'en vais là. Je sais où je m'en vais, puis j'ai vraiment une vision en tête, mais tu sais, il faut que j'écoute les conseils des autres quand même. Les conseils aussi, tu écoutes ton client, puis moi, j'ai 2 clients, on a les propriétaires, on a les voyageurs, tu écoutes ton équipe, tu écoutes tes coachs, mais en même temps, c'est comme check, je lâche pas le morceau, là, tu sais, je le lâche pas. Fait que ça, c'est un skill que j'ai eu avec mon film, parce que il y a bien du monde qui aurait lâché ce film-là bien avant. 10 ans. Ah ouais, puis il était dans toutes les salles, je l'ai amené au bout où ce que je pouvais. Puis avec We Chalet, j'étais en train de faire ça, tu sais. Fait que c'est ça, c'est de pas lâcher malgré qu'il y a des journées si je dormirais là, présentement. My God. Des fois, je dirais que ça vient d'où, cette drive-là? Je sais pas, c'est comme... C'est une passion. Tu sais, il faut que tu sois vraiment passionné de ton projet ou de l'idée. Puis je vois puis je vois que là, on a des gestionnaires qui se mettent à avoir beaucoup de bookings de nous. Tu sais, il y en a que c'est vraiment hot, là. Je veux dire, puis on se parle, puis... Fait que c'est le fun de voir que ça fonctionne puis que, tu sais, il y a un besoin pour ça. Ouais. Puis, mais je suis même pas rendu à 50% de où est-ce que je veux être, où est-ce que j'aimerais être aujourd'hui. Fait que moi, tant que je me rends pas à mon idée, que ça fait 5 ans, j'ai dans la tête ce que je veux me rendre, puis on est en train d'arriver à certains steps de ça, je suis pas rendu à la ligne d'arrivée, là. J'ai même pas atteint ce que je veux faire. Parce que ce que je veux faire, ça n'existe pas dans le marché présentement. Ni Airbnb, ni VRBO. Il n'y a pas personne qui fait ce que je veux faire. À la base. Ouais. Fait que ça, c'est une motivation, c'est sûr. Ouais. OK. Deuxième, aptitude skills, habitude à développer. Écoute, habitude à développer. Moi, j'étais un couche-tôt, lève-tôt, ça, c'est sûr. Là. D'avoir une vie quand même. Parce qu'à un moment donné, si t'as pas de vie puis tu fais juste travailler, c'est pas... Fait que c'est sûr que je travaille quand même tout le temps les week-ends. Tu sais, présentement, comment dire? Mon ordinateur est tout le temps avec moi. Là, tu sais. Fait que j'ai tout le temps live. Présentement, j'ai pas encore un directeur des opérations. Ouais. J'en ai eu un bref moment, mais présentement, j'en ai pas. Fait que tu sais, de prendre du temps off le soir, c'est sûr, mais le matin, j'essaie de prendre les marches, de garder un peu de santé quand même. Ouais, j'essaie de me faire au moins une demi-heure, 1 heure de marche le matin. Je prends mon café. Puis, écoute, puis quand que j'en profite. Présentement, on fait plusieurs voyages pour We Chalet, mais j'essaie de prendre une couple de jours quand même pour profiter. Workation qu'ils appellent. Workation? Workation, ouais. I like that. Ouais, travailler, mais en mode vacances un peu, mais pas tant vacances, mais c'est sûr que oui. T'sais. Fait quand on était à San Francisco, mettons, 2 semaines, on s'est loué des petits mini-scooters, découvrir la ville. Puis j'étais déjà allé à San Francisco avant, mais on dirait que là, j'ai eu la chance de découvrir plein de spots que j'ai jamais vus. Fait qu'on dirait que c'est le fun, cet aspect-là. Okay. Parce que oui, Chalet, ultimement, comme je t'ai dit, là, on s'en va en France la semaine prochaine. Je m'en vais au Mexique vendredi.
pour des événements là-bas. Après ça, c'est la France. Après ça, Vancouver. Fait que, tu sais, je peux aller à bien des places avec ça au fil des 5-10 prochaines années là, pour grandir la compagnie. Hein. Ouais. Et tu vois, je suis content que tu mentionnes ça parce que c'est un enjeu qui est présent dans la vie de beaucoup d'entrepreneurs, le work-life balance. Tu sais. Puis je pense que le parfait équilibre n'existe pas, mais il y a beaucoup de monde qui vont se lancer. Puis peut-être que ça fait partie du processus quand tu te lances au départ de all-in sans même penser qu'il faut que tu prennes soin de ta santé mentale et physique. Puis à un moment donné, c'est que ça peut aller dans le mur directement. Là. Ouais, puis c'est drôle parce que la semaine passée, comme je te dis, tu sais, là, présentement, je fais une cohorte avec Acceler, là, tu sais, qui est... Puis la semaine passée, c'était là-dessus, c'était sur la santé mentale des entrepreneurs. Puis j'oublie le nom du gars. Il vient d'écrire un livre là-dessus. Là. Okay. C'est sur la santé mentale des entrepreneurs. J'oublie son nom, je peux le trouver dans mon iPhone. Mais écoute, il est venu faire un talk de 1 heure, 2 heures là-dessus. Là, mais tu sais, des gens connus qui sont suicidés, du monde qui tombe en dépression solide, qui tombe dans la drogue, qui tombe dans la boisson. Il y en a toutes les sortes, là, tu sais. Parce que justement, comme qu'il disait... un entrepreneur, justement, ça lâche pas, ça a une vision, ça va aller là, mais tu sais, s'il y en a qui se mettent dans la tête qui vont se suicider, c'est ça sa vision. Il va l'exécuter son plan, tu sais. Fait qu'il disait que le taux de suicide, je pense que les entrepreneurs étaient comme, je sais pas c'est quoi le ratio, mais 5 fois plus élevé que la population normale. Non. Fait que, ouais, de trouver un genre d'équilibre de vie. Y a-t-il un moment dans ta vie où tu t'es confronté à certains enjeux, certaines situations qui t'ont un peu comme donné une claque d'en face, puis hey, Danny, peut-être que tu ralentisses. Pas ralentir, mais les derniers mois, ça a été rough. On a eu un bout de rough à coucher cet été. Là. On dirait que live, on est back on track, là, mais ça a été fucking rough dans les 3 derniers mois. Puis dans le COVID, il y a eu des bouts de rough. Mais ce que j'essaie de faire quand je fais de l'anxiété, parce que je sais que j'en fais des fois, j'essaie de me prendre... tu sais, j'écoute un YouTube ou de la méditation pour anxiety relief. OK. Puis, tu sais, définitivement, je vais aller prendre des marches, je vais aller faire, tu sais, mes parents, ils ont des vaches. Je vais flatter les vaches le vendredi, whatever. Fait que j'essaie de vraiment... J'adore les animaux, tu sais. Fait que j'essaie de faire des choses comme ça, mais des fois, c'est ça, c'est... Comment dire? C'est vrai, quand ils disent que t'es comme un peu seul dans ta bulle, c'est dur, des fois, de parler ce que tu vis avec d'autres personnes. Qui il faut que ça pas comprendre pas. Tu peux même pas savoir, genre, tu peux même pas savoir c'est quoi, toute la pression, whatever, tu sais, mais... Puis des fois, c'est ça, c'est ça. C'est bien, c'est comme tu crées de l'espace quand tu fais de la méditation, tu vas flatter les vaches, tu sors dehors, tu sais. Un pas de recul sur la situation en tant que telle. Puis, respire. On oublie de respirer. Regrounding. Mais c'est sûr, c'est con, mais tu sais, où je suis allé, c'est la connexion à la nature. Puis des fois, je suis beaucoup sur mon ordi, mais juste de sortir dehors, là, aller faire de quoi outdoors, aller faire du hiking, j'aime ça, aller faire du hiking aussi. Tu sais, l'hiver, aller faire du ski le soir, whatever, ça change les idées. Puis c'est bon de l'air frais, là. Ça rafraîchit les idées dans le cerveau un peu. Ouais, 100%. Peux-tu me partager 3 leçons que tu as apprises dans ta vie? C'est pas juste être relié à la business, mais vraiment dans ta vie au complet, qui sont devenus des principes de base pour Danny, sur lesquels peut-être tu bases des décisions ou que tu avances? Et que dans mon film à un moment donné, la fille, elle se ramasse qui est jouée par Myriam Brûlé, qui joue la fille de 20 ans qui se ramasse à Whistler, mais elle se ramasse à vivre dans un garde-robe, ce qui est commun à Whistler, c'est à Côte-Ouest, parce que c'était tellement cassé que tu loues un garde-robe à 300$ par mois. Puis elle arrive dans le... Tu sais, c'est la tank à eau chaude avec le garde-robe, puis un poster sur le mur, c'est « Live your dreams ». Vis tes rêves. Mais... Vis tes rêves, moi, je pense que c'est le motto de ma vie, là, tu sais, puis vivre tes rêves, c'est justement, s'il y a des parties de ton rêve, ça a été un cauchemar.
sais, pour te rendre à ton rêve, là, d'aller au top du Mont Everest, je sais pas c'est quoi ton rêve, là, mais écoute, c'est pas facile d'aller au top du Mont Everest, j'imagine. Je pense pas le faire de ma vie, puis ça a pas l'air si intéressant que ça. Il y a plein de morts partout, puis il y a des poubelles partout. Pour ça, j'ai cancellé ce moment-là. Souvent, j'ai cancellé, Mais je veux dire, peu importe c'est quoi ton rêve, c'est impossible que ça soit toujours facile. C'est pas facile. C'est vraiment un rêve inatteignable, là, tu sais. Mais si c'est ton rêve, c'est ta vision, tu sais, vas-y au bout, là, si tu peux y aller, tu sais. Il y a un autre quote que j'ai mis à la fin de mon film qui est ça me résonne encore beaucoup. C'est face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par la force, mais par la persévérance. Aïe, aïe. Puissant. Yeah. Puis l'eau a créé, je veux dire, tu vas te promener dans le bois, un ruisseau a érodé de la roche, on en peut finir pendant des milliers d'années, puis c'est rendu en Estrie, il y a des super beaux ruisseaux, là, tout creusés, là, tu sais. Ouais. C'est juste qu'elle arrête jamais, tranquillement, à tous les jours. Faut toujours s'en faire un peu plus, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est quand même... c'est juste de pas arrêter, tu sais. Des fois, même, la vision est loin, mais faisons un peu à chaque jour, tu sais. Puis faisons... En fait, le dernier workshop encore, mon coach disait, des fois, c'est juste d'en faire un petit 5% de plus à chaque jour, whatever. C'est pas de dire, hey, on va faire des journées de 14 heures dans plus finir. C'est faisant juste un petit peu plus ou, tu sais, ça, je suis capable de le faire aujourd'hui, ça, je vais le faire aujourd'hui. C'est à la place de laisser ça traîner. Ouais, c'est un sujet que je veux toucher depuis un certain moment. Comment tu approches ta planification ou d'objectifs de journée, justement? Ben, écoute, live, tu sais, je veux dire, on a différents outils. Parce que moi, c'est tout ce qui est product development, de la plateforme, tout ça, c'est pas mal moi qui lead ça, tu sais. Fait que on utilise ClickUp présentement, fait que toutes nos tâches sont là-dedans. Fait que souvent, ben, tu sais, on priorise, tu sais, j'ai des... On se fait des roadmaps, mettons, c'est quoi qu'on veut développer sur les 6 prochains mois, puis à un moment donné, ben, t'as tout le temps du stock qui te pète d'en face que t'as pas prévu, que là, ça devient l'urgence du jour ou de la semaine. Fait que, tu sais, souvent, ça, c'est une partie de mon temps. Mais en parallèle, t'as aussi tout ce qui est service client. Je suis encore très impliqué dans tout ce qui est service client, puis les opérations financières. Oui, j'ai tellement de finances là-dedans, tu sais, souvent, ben, il y a des opérations qu'il faut que je fasse manuellement parce que la plateforme, elle le fait pas encore. Fait que ça prend une partie de mon temps. Puis après ça, tout le développement d'affaires, là, tu sais. Fait que sans rien, mais faire un podcast, ça l'aide à faire passer le mot, faire des événements avec, comme je te dis, où est-ce qu'on s'en va se promener présentement, c'est d'autres choses. Il y a plusieurs aussi événements entrepreneuriales à Montréal souvent, ou même en Estrie, à Sherbrooke, Offert, que je suis. Fait que j'essaie de... je lance mon temps en tout ça. Mais puis ça à part de qu'est-ce qui se présente à toi que tu n'avais pas prévu sur le chemin. Qui s'allument, puis... Ouais. Fait que, ouais. OK. Quel impact tu veux laisser sur la planète? Redonner au suivant. Une de mes motivations, peu importe ce qui va arriver, tu sais, un jour, tu veux un jour, tu vends la compagnie ou tu exites en bourse, peu importe. Mais peu importe, c'est sûr que tu aspires de faire de l'argent avec ça un jour. Ben, naturellement. Ouais. Non, mais moi, c'est plus de redonner, je sais pas, de redonner le suivant. Ça a toujours été un peu ça. Puis je regarde mon film, tu sais, une des choses qui me drivait dans mon film, c'était le message qu'il y avait dans le film. C'était comme... C'est correct de pas savoir ce que tu veux faire dans la vie. C'est correct d'aller voyager pour trouver qui tu es. Puis je sais, c'est ça qui résonnait avec le monde, tu sais, qui ont vu le film. J'avais des parents qui m'écrivaient. Quand le film est sorti en salle, j'ai reçu comme 1000 messages de gens qui m'écrivaient parce que les parents me disaient, tu sais, je comprends mon enfant, je comprends pourquoi que mon kid est parti à 20 ans, il est rendu en France. Puis après ça, au fil des années, il y a du monde qui m'écrivait, hey, je suis rendu en Australie à cause j'ai vu 2 fois dans l'Ouest, je suis rendu en Europe, nanana. Fait que, tu sais, ça, je veux dire, c'est hot, là. Ça a un impact sur la vie des gens. Puis Airbnb Secrets, quand j'ai fait mon cours en ligne, c'était la même affaire. Je l'ai partagé, ce que j'avais appris par moi-même, pour aider d'autres gens. Moi, ce que j'aimais avec Airbnb, c'était pas nécessairement juste la location court terme, c'était d'apprendre comment faire de l'argent sur l'Internet. Comment faire un passive income, tout ça. Fait que c'est ça, je l'ai partagé.
Puis avec We Chalet, ultimement, j'adore l'outdoor. Si tu regardes mon parcours de vie, là, c'est We Chalet, c'est l'intersection de tout ça. C'est du voyage, c'est connexion nature, c'est du online business, puis de connecter des gens ensemble qui s'aiment en nature, tu sais. Fait que mon big dream, ce serait un jour d'avoir une genre de ferme, genre We Chalet Farm, tu sais, puis qu'il y aurait peut-être des yurts, whatever, que le monde pourrait venir rester dans nos, tu sais, puis j'aimerais ça que ce soit en Estrie. Comme une communauté. Genre, oui, mais que tu pourrais, tu sais, que la grange pourrait être le bureau de We Chalet, genre, qu'on aurait nos employés qui font du remote work pour venir, tu sais, rester, parce que tu travailles avec l'Europe, le kit, à un moment donné, tu peux aussi venir au Canada et dire qu'on va travailler avec l'équipe du Canada. Souvent, les compagnies de tech ont des teams un peu partout dans le monde. Mais aussi que c'est ça, c'est un endroit où il y aurait justement je sais pas moi, du kayak proche, du mountain bike, mais qu'il y ait une genre de communauté à travers ça. Ouais. Écoute, je sais pas, je vais me rendre là. Ouais. Comme un next step, là. Ouais, mais je me dis un moment donné, c'est parce que tant que présentement, nos équipes sont pas mal remote. Mais d'acheter une ferme en Estrie avec... j'en ai vu, là, j'en ai spoté déjà, là, je commence, ça serait un bon spot. C'est pas si sûr que ça va faire à un moment donné. Puis ça revient... Mon grand-père, il était farmer, lui. Puis j'ai passé ma jeunesse souvent les week-ends à aller sur la ferme de mon grand-père. Mon adolescence, aller faire les foins à Quaticook chez mon oncle qui a repris la ferme de mon grand-père après. Fait que tu sais, j'ai toujours comme... C'est encore beaucoup dans ma famille, ça. Fait que mais tu sais, là, ça serait plus une ferme gentleman farmer, je te dirais. Puis avoir des rescue animals, ça serait ça aussi, c'est sûr. Il y a une fille au dernier open mic qui est là-dedans. Je me souviens plus de son organisme, mais elle est vraiment à fond avec son copain Rescue Animal. Je me suis rencontré. Ce qu'elle dit, c'est qu'il y a comme presque personne au Québec-Canada qui se soucie réellement de ça. Puis il y en a beaucoup. Je sais que j'ai vu un gars au Québec sur TikTok qui en a une ferme de rescue, mais tu sais, je pense pas qu'il y en ait tant que ça, tu sais. Je regardais récemment sur TikTok, je sais pas si tu as vu ça passer, Peanut the Squirrel qui s'est fait... C'est un gars à New York qui avait un écureuil qui a adopté depuis 7 ans, genre chez eux. Puis il y avait aussi un raton laveur, puis il faisait beaucoup de vidéos avec. Puis il y a un voisin qui était jaloux, puis ils ont comme stoulé. Tu sais, puis ils étaient rendus des super vedettes, les animaux, puis puis ils ont euthanasié, puis le kid. Puis, je me serais poussé avec. Va sur TikTok, cherche Peanut the Squirrel, man. C'est rendu qu'il y a des protesters, puis que le monde sont comme... C'est fou que... Fait que, protection animale, écoute, ça m'intéresse. Même, je suis pas végétarien, mais, yeah. T'as une passion pour les animaux. Ouais, j'aime les animaux, ouais. Puis d'habitude, les animaux, même. Parce qu'ils savent que je les aime. Non, mais je veux dire, d'habitude, les animaux, ils savent, là, tu sais, si t'es là, si tu veux les aider. Les animaux, ils communiquent avec toi quand même, là, tu sais. Je veux dire... Ils sentent des choses qu'on sent pas, là. Puis je regarde, mettons, justement, les vaches à un parent, parce que c'est pas leurs vaches, c'est des vaches qui hébergent pour un de leurs bons amis qui a une ferme pas loin. Fait que ça fait 3 étés, je pense, qu'on les a à la maison. Puis il y en a une, c'est la leader du groupe, mais là, elle me connaît, là. Tu sais, elle me voit arriver, parce que je fais des massages de vaches. Mais là, c'est rendu... Sideline... ouais, le week-end. Non, mais c'est rendu qu'ils me connaissent, parce qu'aussi l'automne, on a des pommiers, fait qu'on va checker les arbres pour eux, puis là, on leur donne des pommes. Fait que, tu sais, j'ai une relation avec eux, mais... à un moment donné, ça serait cool, écoute, de dire que tu aurais vraiment des animaux pendant, je sais pas, 10-15 ans dans une ferme, whatever, tu sais. Tu as parlé de remote work. Ouais. Est-ce que tu as des défis par rapport à ça? As-tu des inquiétudes? Ou... Ben, j'ai pas mal bâti où je suis allé en remote. Puis quand le COVID est arrivé, je sais quand même, on est déjà en remote depuis 2 ans, tu sais. Ma première équipe était en Inde, puis le kit. Mais des fois, c'est sûr que j'ai l'impression, si j'avais l'équipe avec moi dans le bureau, il y a des choses qui bougeraient peut-être plus vite. Ouais. Fait que ça représente des défis organisationnels. Puis plus de communication, d'être plus clair, c'est quoi les priorités qu'on a à faire là, live. Parce que souvent, quand tu as des teams à distance,
Puis tu te parles, nous, on utilise Loom, là, je sais pas, on se parle dans des vidéos, puis le kit, tu sais. Ben, c'est ça. À un moment donné, c'est de quand même se faire des meetings assez constamment pour que le monde sache c'est quoi les priorités. Là. Ouais. Ça en est un avec le team informatique des fois présentement, c'est ça. C'est ça c'est un des problèmes. Là, t'sais. Puis là, je trouve qu'on sait plus dans les derniers mois, vraiment, ça va. Le team est plus. On a eu des nouveaux processus en place, puis ça va plus vite, mais ça, un moment donné, on dirait qu'il y a du stock. Tu veux sortir ça pour telle date, puis 3 mois plus tard, c'est toujours pas en ligne. Des fois, 6 mois plus tard, c'est comme what the fuck. Là. Qu'est-ce qui se passe? Fait que oui. Ouais, faut que tu jongles avec ça. Tu fais avancer vite, mais. Non, c'est un startup, tu essaies d'aller le plus rapidement au marché possible, puis après ça, tu essaies ton idée, ça marche-tu? Si ça marche pas, tu tweaks, tu pivotes. Non, à un moment donné, c'est ça. Si c'est trop long, tu perds des ventes. Puis nous, les ventes sont reliées à ce que si les propriétaires n'ont pas de gens qui achètent avec eux, là, ils deviennent désengagés. Donc, ouais. Fait que c'est d'entretenir. Ils appellent ça, pour un marketplace, ça s'appelle le flywheel effect. Tu sais, une roue qui tourne, qui... Ouais. Fait que plus que... Mais tu sais, t'as des propriétaires au début. Plus qu'ils se mettent les propriétaires à avoir des bookings, ben là, plus que d'autres propriétaires qui veulent embarquer. Ben là, plus qu'il y a d'autres propriétaires qui embarquent, plus que les voyageurs viennent vers toi parce qu'il y a plus de propriétés. Et puis là, il y a encore plus de propriétaires qui veulent se mettre en ligne. Fait que ce flywheel effect-là, si justement, t'as des... On a eu écoute, ça a été l'enfer. On a un problème de serveur. Là, on l'a découvert comme une couple de mois après, mais on a perdu plusieurs ventes à cause de ça parce que mettons, tu mettais des dates de recherche, tu cherchais des dates, puis il n'y a plus rien qui apparaissait sur la search page. T'sais. Fait que nous, plus les ventes ralentissent, ben là, moins les propriétaires sont engagés, puis... la roue ralentit fait que c'est tout ça. Puis là, tu perds tes revenus, tu sais. Puis là, si tes revenus ont l'air à la baisse, ben là, tu es en train de rechercher l'investissement, le monde pense que tu es en train de tanker, mais tu n'es pas en train de tanker. Là, tu as trouvé le problème, mais le temps que ça l'a calé pendant 2 mois, ça a eu un effet sur les ventes des 2 autres prochains mois. Fait que là, tu as quasiment un dip down de 4 mois pour rattraper ça, mais tout ce que tu as fait là, tu es enlevé de financement, le vrai effet, là, ça va décupler encore plus les ventes pour les 6 prochains mois, un an après, parce que tout ce qu'on a fait là. En plus, j'imagine que tu as l'impact des saisons là-dedans. Oui, tu as la saisonnalité. Puis c'est pour ça que nous, mettons, en location court terme, les 2 mois de l'été, juillet, août, c'est les 2 plus gros mois de l'année, normalement. Naturellement. Mais l'été... l'hiver, c'est aussi quand même bien parce que tu as le ski au Québec. Ouais. C'est moins fort que l'été. Puis après ça, ils appellent ça des shoulder seasons, des saisons épaules. Ouais. Fait que c'est les saisons mortes. Fait que nous, mettons, le mois de novembre, là, c'est pas mal le mois le plus mort de l'année. Ouais. Puis après ça, tu sais, mai, dans ce qu'on a avril-mai, mai, c'est des saisons mortes. Mais c'est pour ça que plus que nous, on va développer notre marché vers le sud, mettons le Mexique ou Costa Rica, ben là, l'hiver, c'est fort, là. Fait que là, on peut se mettre à égaliser nos ventes à l'année parce que là, pendant le mois de décembre, janvier, février, en plus du ski, là, on se met à faire de l'argent du sud. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que nous, moi, ça devient super important parce que ça, c'était une des problématiques durant le COVID. On dépendait juste du Québec. OK? Puis quand tu dépends juste du Québec, puis le Québec décide de mettre des jaunes rouges toutes les 2 semaines, tout ton marché tombe. Tandis que ceux qui avaient, mettons, les grosses compagnies qui ils ont de l'inventaire en Ontario, ils en ont aux States, ben là, sont plus dépendants d'un seul marché. Tu comprends? Fait que moi, ça devient quasiment une urgence de démontrer qu'on est capable de scaler dans d'autres marchés. Puis c'est encore plus une urgence de démontrer qu'on peut scaler dans un marché international. Parce que présentement, il y a du monde qui pense qu'on est juste une compagnie de location de chalets au Québec. Puis c'est pas ça qu'on est. C'est loin de ça. On est vraiment une compagnie de tech, puis on est rendu, comme je te dis, dans du property management, de la gestion automatisée de propriété, puis dans des finances, tu sais. Fait que plus que je peux juste démontrer que WeChalet est capable de scaler au Vermont, au Mexique, là, le monde va se rendre compte, oh mon Dieu, c'est pas une compagnie de location, c'est pas... Chalet, moi, là, WeChalet, c'est un brand, là, tu sais. Puis WE, c'est quoi? C'est oui en anglais. En français, souvent, c'est week-end. Donc, c'est nous. Souvent, c'est week-end, chalet. Puis chalet, qu'est-ce que tu fais quand tu es au chalet? Tu es avec ceux que tu aimes, peut-être ta blonde, ton chum, ta famille, tes amis, puis tu es ensemble en nature. Tu sais. Ouais. C'est ça, c'est vraiment l'aspect représentatif, le feeling. L'image. L'image de ça, c'est... Ouais. Fait que c'est...
présentement, nous, on a de tout. Là. On a quand on a un bunker underground dans un bois qui se loue, on a des yachts, des maisons à arbres, on a des chalets rustiques, on a des chalets haut de gamme à 5 000 la nuit pour 25 personnes, on a des condos à Tremblant, bas de gamme, haut de gamme. Fait que c'est tout ce qui est outdoors, tu sais. Ouais. Donc, plus qu'on se rend à l'international rapidement, puis que tu vois que tu as des beach houses à Tulum, sur Wichalet, là, le monde va dire « OK, c'est pas juste une affaire de location de chalet au Québec, là, tu sais. » De ce que je comprends, ça représente un certain enjeu. Ben, pas enjeu, mais une difficulté de bâtir un brand en plus, là. T'as ton produit, oui, t'as comme le service que t'offres, mais le brand en tant que tel, pour refléter ça, puis qu'un jour, ça soit comme... juste une automatique comme. Ouais. Mais il faut que c'est ton positionnement marché. OK. Puis l'exemple que je donne souvent, toutes les grosses montagnes de ski, parce qu'il y a 6000 montagnes de ski dans le monde. Fait que moi, partout où il y a des montagnes de ski, des lacs, des plages et de la jungle, c'est là que je vois où je suis allé. Ouais. La jungle, ça inclut le Mexique, ça inclut le Costa Rica, Hawaii, whatever. Puis, si tu regardes les montagnes de ski, spécifiquement, si tu regardes Tremblant, Whistler, les grosses montagnes internationales, ils ont tous un onglet. Va sur le site web là, pour le fun, là, va sur Whistler Blackcomb, puis check Tremblant. Il y a un onglet partenaire sur le site web. Puis les partenaires, c'est tous des brands de outdoors. Fait qu'il y a toujours une compagnie d'auto là-dessus. Ça ne sera pas une Honda Civic. C'est Subaru, Jeep, Nissan Pathfinder, tu sais, outdoors. Ouais. Après ça, ça va être une compagnie de vêtements. Ça va être North Face, Patagonia, Helly Hansen. Après ça, tu as une compagnie toujours de energy drink. Fait que souvent, Red Bull veut se positionner dans le snowboard, les acrobaties. Tu vas avoir Guru, peut-être au Québec, qui essaie de se positionner là-dedans. Mais c'est qui la compagnie d'hébergement nature? Oui, chalet. Il n'y en a pas présentement. Ouais. Puis tu vois pas Airbnb là, puis Booking, ils n'ont pas rapport, c'est pas des brands outdoors. Il n'y a personne qui a créé un brand global 100% dédié à ça. Ouais. C'est là, il est là le positionnement de marché. Fait que là, présentement, les influenceurs, il y en a qui le voient tout de suite. C'est des influenceurs outdoors qui nous approchent. Fait qu'on fait des collaborations avec eux. Fait que plus qu'on se positionne dans ces créneaux-là, moi, je pense que c'est là qu'on va se démarquer, tu sais. Ouais. OK. Yeah. Aïe. Je vois le topo, là. Je vois où est-ce que ça s'en va. Puis, Là, écoute, on va sauter du coq à l'âne, mais tu te demandes d'avoir un parcours très comme self-discovery, puis c'est un truc qui j'ai été là-dedans très longtemps. Puis c'est beaucoup ça que je veux partager sur le podcast. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui cherche complètement, qui sait pas ce qu'il veut faire, soit qui sort d'école ou même qui est dans la trentaine puis qui aime pas sa job, là. Il sait pas ce qu'il veut faire. Va voyager, man. Va voyager, là. Pogne un backpack, là, puis crisse ton camp pendant 2-3 mois, là. Puis peut-être crisse ton camp pendant 1 an, je sais pas, là, tu sais. Puis va essayer d'autres choses, tu sais. D'habitude, tu sais, t'as une petite voix qui te parle en dedans de toi. Y a-tu de quoi qui t'attire plus que t'aurais voulu faire dans la vie, t'as jamais essayé, je sais pas quoi. Tu sais, vas-y l'essayer, là. Ouais. Tu veux faire des cours de danse, je sais pas, moi, tu veux faire du théâtre, va l'essayer, tu sais. Ouais. Parce que d'après moi, il y a un gros du monde qui tombe dans la boîte en sortant de secondaire, puis ils se mettent à travailler à la shop, puis ils ont des enfants très early, puis... Ils tombent dans la zone de confort assez rapidement. C'est ça, tu sais. Mais souvent, c'est quand c'est pas confortable que tu te découvres, puis que tu découvres tes forces, puis tu es bon pour t'en sortir, puis tu vas trouver... C'est une affaire, tu sais, je sais qu'Elon Musk qui est très controversé présentement. Tu sais, une affaire qui disait, qui résonne quand même parce que je passe par là, mais tu sais, il en a mangé des ramen à rester accouché sur un couch. Fait qu'il dit même, je pars tout dans la vie. Je sais que je suis capable je vais manger des ramen sur un couch. C'est le pire qui peut arriver, là, tu sais. Puis c'est vrai, si je pars tout d'un temps à coucher chalet, c'est quoi qui va arriver? Je vais aller coucher chez mes amis. Le week-end, je fais déjà ça. Je vais aller coucher dans mon Westphalia. Je fais déjà ça. Je suis capable de repartir de rien, man. Tu sais, je veux dire... Fait qu'un coup, tu découvres c'est quoi le pire qui peut t'arriver. C'est quoi le pire? Je vais aller faire des foins chez mon oncle. Moi, je t'en dérange pas, tu sais. C'est quoi le pire qui peut arriver, là? Pas en danger de mort, là. Non, c'est ça, tu sais. Fait que... Qu'est-ce que tu dirais que voyager t'a apporté spécifiquement à toi? Ben, moi, quand je suis parti, on était parti en auto. Fait que juste de découvrir le paysage la première fois de ta vie, passer à travers le Canada, tu sais,
Puis de voir les rocheuses, tu sais, moi, ça va toujours être une image, tu sais, ça fait 2-3 jours, tu voyages, puis là, tu vois les rocheuses grandir dans les prairies, puis là, un moment donné, tu rentres dans les rocheuses, c'est tellement magique, là, tu sais, surtout quand tu as voyagé en auto, parce que en avion, c'est sûr, si tu débarques à Calgary, c'est un autre feeling. Mais c'était quoi la question? C'était Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, spécifiquement? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ben, c'était la découverte de soi, puis écoute, à l'époque aussi, il n'y a pas Internet, hein, fait que tu partais en 1997, là, et tu n'avais pas de cellulaire, tu étais totalement déconnecté de tout le monde, puis fallait que j'écrive des lettres, ou c'est comme ça que je me suis mis à découvrir un peu plus la photographie cinéma, je te dirais. Je m'étais acheté une caméra photo, je m'étais acheté une caméra vidéo, je faisais des vidéos en VHS que j'envoyais à mes parents par la poste, whatever. Fait que, mais tu sais, c'est là que j'ai découvert que je trippais caméra, puis nanana. Fait que, mais c'est à travers le voyage que j'ai découvert ça, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai l'impression que c'est la meilleure chose que quelqu'un peut faire, mettons, entre le secondaire puis le cégep, ou entre l'université, de dire, hey, je suis allé voyager. Ouais, c'est comme si tu te laissais un peu guider par la vie, mais en suivant quelque chose qui était des désirs internes, qui t'amène à découvrir des choses sur toi-même, finalement. Ouais. Puis là, je sais que le trend sur les TikTok et Instagram, c'est je voyage, regardez-moi, je suis là, mais si tu peux peut-être juste pas tomber dans ce... C'est peut-être cool d'en faire une couple, mais si c'est juste ça, ton but de voyager, de te faire voir sur Instagram à voyager, c'est peut-être pas le bon... L'image qui me vient en tête, c'est je suis allé au Pérou en avril, au Machu Picchu, puis moi, j'étais arrivé en haut, j'étais sans mots, j'en revenais pas que je sois là. On a perdu pas en grandissant, mais avec l'évolution, cet aspect-là. Puis c'est drôle parce que je suis devenu un fan d'aller me déconnecter dans le bois, dans un chalet, quand que j'ai besoin de créer l'espace. Puis je mets tout à off. Puis c'est là que j'ai les plus grandes réalisations, les plus belles idées, que je deviens plus créatif. Tu sais. Ouais. On est en train de perdre ça. Ben, j'ose espérer que non, puis j'ose espérer qu'il y a une tendance qui va comme faire switcher ça parce qu'il y a tellement de plus en plus de technologies cellulaires, de nouvelles plateformes on dirait que les gens ils s'en rendent juste pas compte en fait. Et que je sais, hein, on est tout le temps connectés, c'est ce qui est dur des fois de. Mais si tu veux vraiment te découvrir toi-même à travers le voyage, puis t'es toujours sur ton cellulaire, puis t'es toujours en train de t'apprendre partout, à un moment donné, c'est ça, c'est une... Comme si t'étais plus en voyage, finalement. Ouais. Parce que, c'est ça, je sais pas, quand j'étais parti, moi, tu reviens après 3 mois, genre, je m'étais fait allonger les cheveux pour la première fois de ma vie, là, t'as pas vu ta gang depuis 3 mois, ils savent même pas ce que t'as fait, là, t'es pas sur Instagram à rien poster. Ouais. Fait que, tu sais, c'était comme un autre trip. Puis mes parents, je me rappelle, je les appelle à frais virés. Tu sais, j'allais au payphone, je pense que ça lui coûtait 70$ à chaque fois que je lui parlais, mettons 20 minutes à frais virés, là, tu sais. Ouais. Fait que je lui parlais le moins souvent possible pour que ça coûte trop cher, tu sais. Ouais, c'est sûr qu'à cette heure, t'as plus ça. Mais, fait que c'est ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer en affaires? Écoute, je te dirais, les chances sont que tu vas te planter quasiment 90% sûr que tu vas te planter. Je sais pas c'est quoi c'est sûr, surtout si c'est la première fois que tu te plantes en affaires. Ouais. Il y en a une méchante gang qui sont plantés en première fois en affaires. C'est quasi impossible, tu n'auras pas d'échec. Là. Ouais. Fait que mets-toi ça dans la tête avant de partir, peut-être que tu vas avoir certains échecs. Il y a des façons peut-être de valider ton idée avant de trop mettre de l'argent dedans, tu sais. Éduque-toi là-dessus. Hein. Peut-être faire des produits minimums qui te coûtent moins cher avant de dire hey, j'ai mis 200 000 là-dedans. Là. Ouais, des MVP, ouais. Ouais, des MVP. Puis même des façons, peut-être faire un sondage, tu sais, qui achèterait ça, combien tu paierais, nanana. Il y a des livres là-dessus que tu peux lire, tu sais, des Lean Startup, il y en a plusieurs, tu sais. C'est sûr que ça dépend c'est quoi, tu sais. We Chalet, c'est un gros projet, c'est un projet, comme je te dis, tech et tout. Si ton but, c'est je veux partir à un restaurant au coin de la rue, c'est pas la même chose que si tu veux partir, tu sais, ce qu'on est en train de faire. Ouais.
Fait que tout dépendant, c'est quoi ton projet d'affaires? C'est-tu à petite échelle? C'est-tu vraiment une grande idée? Fait que peut-être parler à d'autres gens qui ont fait ça. C'est partir d'un restaurant, tu connais-tu des gens qui sont partis en restauration? Il peut y avoir des groupes Facebook ciblés, il peut y avoir des ressources que tu peux rechercher dans ton créneau. Puis après ça, justement, c'est plus un projet, comme je te dis, une grosse une start-up, là, tu sais, whatever. Mais là, il y a des accélérateurs, des incubateurs. Au Québec, il y a le camp, je pense, à Québec. Il y a Espace 5 ici. À Montréal, il y en a plusieurs aussi, incubateurs, accélérateurs. Donc, c'est ça. Mais tu sais, si t'as une idée, puis elle t'obsède vraiment, puis tu penses qu'il y a de quoi, ben, à un moment donné, jump, là. Go for it. Ouais, mais sache que c'est pas gagné. It's a long ride. Yeah. It's a journey, tu sais. Journey, c'est souvent, t'arrives au top, puis t'as pas fini d'arriver au top, il y a un autre sommet après, plus loin, tu sais. Il y a toujours quelque chose de plus. Il y a toujours quelque chose de plus gros, tu sais. Puis c'est ça. Écoute, c'est fou, là. C'est une affaire, je veux dire. Notre coach, Luc Giguère, il nous montrait, je pense, les upsells, justement, comment upseller dans ta business, le kit, mais tu sais, ça finit plus. Écoute, il montrait, je pense, les avions. Tu peux tu peux voler sur Air Canada. Après ça, tu peux avoir ton jet privé que tu vas partager avec d'autres mondes. Après ça, tu peux acheter ton propre jet privé. Puis après ça, tu as l'autre jet privé que lui, OK, c'est rendu qu'il y a un spa dedans, il y a une chambre privée. Ça finit plus. L'impossibilité, l'infinité qu'il y a dans tout, à peu près. Là, ouais. Fait que c'est la même affaire, tu sais, en affaires. Tu n'auras probablement jamais atteint le but que tu veux te rendre. Tesla, c'est la plus grosse compagnie char au monde. Ils sont pas assez gros encore. Hein. Ils veulent faire des robots, ils veulent faire... Ça finit jamais. Ouais, exact. Tu comprends? Ouais. C'est-tu important de ne pas être trop attaché au outcome, dans le sens qu'on parle de process, si on est trop fixé sur l'objectif, on peut-tu oublier à un moment donné de aimer le process? Le grind. Ouais. Parce que, tu sais, on s'entend, il y a plein de monde qui se lance en affaires parce qu'ils voient du monde en affaires, puis qu'ils voient comme quelque chose qui semble être du succès. C'est comme, ah ouais, je veux faire de l'argent. Ah ouais, tu sais, comme là, tu sais, Instagram, TikTok, c'est un peu ça que ça promote. C'est quoi le danger là-dedans? Et que, on dirait qu'il y a vraiment, ouais, c'est ça, il y a comme un, comment dire, une mode de que ça a l'air cool d'être entrepreneur, puis que tout le monde peut être entrepreneur. Moi, je pense pas que c'est pas fait pour tout le monde d'être entrepreneur. Pour être un vrai entrepreneur, tu sais, puis passer à travers tout ce qui pas juste de dire je vais me louer une Lambo en fin de semaine, puis je vais me faire voir sur TikTok à louer une Lambo, puis je dis que c'est ma Lambo. Il y en a de ça là, qui louent des jets privés supposément pour faire ça. C'était tellement... Mais si t'es vraiment entrepreneur, d'habitude, un entrepreneur, en tout cas, tu veux changer de quoi, là? Tu vois, il y a quelque chose qui marche pas ou il y a une opportunité parce que tu veux changer le système ou tu veux... Puis pour changer le système ou en tout cas optimiser ça, faut pas que tu lâches, là. Fait que c'est pas juste de se faire avoir en Lamborghini, là, je veux dire... Puis la Lamborghini, d'habitude, si tu veux une Lamborghini, moi je trouve plus Porsche, comme je te dis. Mais c'est le... Comment dire? Ça va pas être le but final, c'est le produit dérivé de pouvoir t'acheter ta Lamborghini. Ouais. Ton but vraiment devrait être de réussir à fixer le problème que tu veux fixer. Puis si tu réussis vraiment, puis c'est une grosse opportunité, tu vas faire de l'argent puis tu vas l'acheter ta Lambo. Exact. Mais si ton but de te lancer en affaires, c'est juste d'être riche puis de promener en Lambo, man, je pense pas que ça soit le... Solve problem. Ouais. Fait que... mais... Yeah. Écoute, rapid fire question. Je vais juste choisir une réponse. Ça se peut que tu aies envie d'en prendre deux. OK. Work smart, work hard. Work smart, c'est sûr. Tu peux travailler. Si tu peux être smart, peut-être que tu vas travailler moins hard. Prochaine, j'ai une petite idée, là, mais est-ce que tu te sens plus attiré ou poussé? Attiré. Ouais. Attiré. Yeah. Ouais. Écoute, si tu avais à voir 3 personnes sur le podcast que tu penses qui pourraient contribuer, qui ce serait?
Des personnes du Québec, j'imagine. Ben, à moins que tu as des super de bons contacts qui sont Ok, prêts à se moi, je déplacer pourrais jusqu'à amener. Sherbrooke. OK. Andrew Lockhead de State 22. Il est fucking allumé, ce gars-là. Andrew, puis il a passé à travers la guerre, je te dirais. Ok. Lui aussi, Rochelle, on va dire que sa compagnie, puis live, il pète le feu, là, genre. Ils sont plus dans le référencement, eux. Ils étaient dans le Vacation Rental, référencé du Vacation Rental, puis là, ils sont rendus dans plein d'autres produits, de ce que je comprends. Fait que lui, c'est définitivement un bon gars, puis il m'a quand même beaucoup aidé, puis on a été incubés au MT Lab ensemble. OK. Écoute, Bon, là, oui, tu peux Vite, pas vite. mentionner ton chum de gars parce qu'il vient de juste le podcast. non, mais toi, c'est juste Ça hors des- micro, ça, pour toi, ou c'est le micro? On the On mic, c'est micro. une de podcast. Qui d'autre en entend un entrepreneur? Écoute, vite. Ça peut même des artistes, en fait, des athlètes. Jean-Philippe Dion. Je viens de voir son nom, là. Jean-Philippe Tu Dion. connais-tu Jean-Philippe? Non? Écoute, c'est je te dirais, c'est je pense que c'est une des vedettes chouchou du Québec en ce moment. C'est lui qui est hôte de Star Academy. OK. Je l'ai connu à travers La Vraie Nature. On était sponsor de La Vraie Nature, qui est un show le dimanche soir. C'est lui l'hôte, puis il reçoit souvent des invités, 3 invités, dans un chalet, OK. qui partagent toute leur vie. Ouais. T'as-tu vu ça, La Vraie Nature? Non. Non, OK. C'est à peu près 1 million de codes d'écoute le dimanche soir. Puis cette année, il le fait pas parce qu'il est sur Star Academy, mais on vient de mettre son chalet sur Oui Chalet. Nice. Ouais. Puis on s'est connus plus cet été. Puis quand même, il vient de l'Estrie. Il est né justement proche de Granby à Saint-Alphonse. OK. Puis là, il y a sa compagnie de production qui produit plusieurs gros shows. Je suis sûr qu'il y a une histoire intéressante à raconter derrière Certainement. son parcours. Parce qu'il a aussi suivi beaucoup Céline Dion aussi à travers le monde en tournée. Ok. Ouais. Puis Julie Schneider, tout ça. Quand même. Ouais, je suis sûr que ça serait une très bonne entrevue. Certainement. Si elle tente de te rencontrer. Certainement. Hey, Ouais. Merci beaucoup, Danny. Ouais. Les gens, s'il y a des gens qui veulent te suivre, suivre ton développement, ils vont où? Écoute, LinkedIn, c'est là que je poste plus. Je suis tellement pas Instagram. Ouais. Puis j'arrête pas de dire ça. Je devrais faire plus de TikTok. Parce que sérieux, me suivre, là, il y a vraiment du stock intéressant. Parce que je me ramasse en pleine location présentement, à travers le monde et tout. Là. Je suis comme, mais je suis tellement occupé avec la business. Je suis comme, À un moment donné. Ouais. Puis encore, t'es encore là, sur l'iPhone. J'étais sur mon iPhone dans la journée. Que... tu comprends? C'est clair. Faut décrocher à un moment donné. Yeah. Hey, merci beaucoup de ton partage, Danny. C'est apprécié. Ça fait plaisir. Je suis sûr que ça va inspirer plus d'une personne. J'espère, à suivre. Merci. Ça fait plaisir.